soudain le virus apparu. Retour sur le traitement de la pandémie dans les journaux télévisés avec Antoine Guélaud, qui est directeur des opérations spéciales du groupe TF1, Mélanie Mingot, qui est directrice de la rédaction à M6. Mesdames, Messieurs, je vais me pousser. Géraldine Pouls, qui est historienne et responsable de la valorisation scientifique des archives de l'INA. Et puis François Quinton, chef du service de la revue des médias. Mesdames, Messieurs, nous vous laissons. C'est à vous. Bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur l'éruption du sujet coronavirus et son traitement dans les JT. Oui, je vois. On va avoir 20 à 25 minutes de discussion. Les grands thèmes, les grandes questions qu'on va se poser, c'est quand et pourquoi le sujet a-t-il émergé? Quelle a été son ampleur médiatique? Comment, face à ce phénomène, les rédactions se sont adaptées pour continuer à informer et à tourner dans cette période. Les intervenants ont été présentés. Je vais laisser tout de suite, comme le temps nous est compté, la parole à Géraldine Pouls, qui est historienne de la télévision et chargée de la valorisation scientifique des archives de l'INA, qui a conduit une étude sur la place du nouveau coronavirus dans les JT. Justement, ça va nous permettre de lancer la discussion. Oui, merci François. Donc l'INA, en effet, réalise régulièrement des études sur le suivi de l'information. Et donc là, c'est une étude dont les chiffres sont publiés ce matin dans la revue des médias. Alors, j'ai normalement un PowerPoint qui doit accompagner cette présentation. Voilà, on va passer tout de suite à la slide suivante. Donc, c'est juste pour vous expliquer, si vous pouvez passer la suivante, voilà, le périmètre de l'étude. Donc, c'est une étude qui porte sur 6 mois de JT, sur les 5 principales chaînes, les grandes chaînes historiques de la télévision, avec des données complémentaires. Donc, toute l'étude est à retrouver ce matin dans la revue des médias. Alors, quels sont les principaux résultats de cette étude? Eh bien, tout comme les chaînes d'information en continu dont la revue des médias a déjà parlé, en fait, les grandes chaînes généralistes de la télévision ont joué un rôle majeur dans la médiatisation de cette épidémie, en consacrant sur 6 mois 56% de la durée de leur JT à l'épidémie. Mais là, je parle de janvier à juin. Sur la période du confinement, on est à 80% de la durée des JT consacrés à l'épidémie. Et je pense qu'en fait, il y a certainement des inégalités entre les chaînes, puisqu'on va voir que, comme souvent, par exemple, Arte a un statut un petit peu à part, France 3 aussi, mais je pense que sur TF1 et M6, on y reviendra, on a dépassé parfois les 80% de durée consacrée à l'épidémie. La slide suivante, s'il vous plaît. Ça, la chronologie de la couverture médiatique. Donc, on voit que les choses ont commencé assez doucement au mois de janvier. Le premier JT à avoir parlé de l'épidémie sur ces grandes chaînes, c'est celui d'M6. On vous le montrera dans quelques instants. Mais TF1 a suivi immédiatement après. Pardon, je précise que là, je parle des JT du soir. France 2 avait consacré déjà le 18 au matin un sujet dans son JT du matin. Par ailleurs, donc on a un premier palier qui se situe au 26 février, c'est la date du premier décès en France, et on a un deuxième pic d'augmentation le 12 mars avec l'intervention d'Emmanuel Macron. Après, on a évidemment la très forte intensité de la période du confinement et puis un déclin progressif de cette médiatisation après la fin du confinement. Alors, je vous propose tout de suite de revoir, vous allez voir, c'est assez saisissant, les 2 premiers JT consacrés à la pandémie, d'abord sur M6 et sur TF1 le lendemain. C'est un virus surveillé de près, un coronavirus proche du SRAS qui avait fait plus de 700 morts en 2002-2003. Celui-ci est apparu en Chine, il vient de tuer une 2e personne sur la quarantaine de contaminés et il s'exporte. 2 cas sont recensés en Thaïlande, un autre au Japon. Les aéroports adoptent des mesures plus ou moins contraignantes. Kenzo Marcelin et Oslem Ounal. C'est dans ce marché aux poissons de Wuhan, ville de 11 millions d'habitants, à l'est de la Chine, qu'est apparu le virus le mois dernier. Un marché aujourd'hui fermé et hautement surveillé par ses policiers, masques sur le visage. Ils ne veulent pas être contaminés par le coronavirus, responsable d'engendrer une pneumonie qui a déjà causé 2 morts dans le pays. Alors, chez certains habitants, l'inquiétude monte. Je ne suis pas du tout sereine, il faut faire attention. Apparemment, les patients du marché sont contagieux. De toute façon, ce marché a une mauvaise réputation. Il sentait vraiment mauvais et il était très sale. Au total, au moins 45 malades en Chine, mais pas seulement.
2 cas signalés en Thaïlande et 1 au Japon. Le patient est un habitant de Tokyo qui a séjourné à Wuhan au début du mois. Alors, faut-il craindre une épidémie ? Oui, selon ce spécialiste des maladies émergentes, qui relativise toutefois la dangerosité du virus. Jusqu'à présent, on pensait que les personnes malades avaient toutes été en contact avec un marché dans la ville de Wuhan. Le fait qu'on ait maintenant des nouveaux cas déclarés en Chine ce matin nous fait penser qu'il y a peut-être un début de transmission interhumaine. Je ne serai pas alarmiste. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, ce sont des formes de pneumonie plutôt bénignes. Il y a eu 2 décès, mais c'était chez des personnes âgées qui avaient d'autres maladies associées. Par précaution, en France, cette affiche est accrochée dans les aéroports. Des conseils aux voyageurs qui viennent ou partent en Chine. La Thaïlande, elle, opte pour les caméras thermiques, tout comme les États-Unis, qui ont renforcé depuis hier les contrôles aux aéroports de San Francisco, New York et Los Angeles. Alors, voilà, ensuite on va tout de suite passer à celui de TF1 et puis de toute façon vous reviendrez peut-être les uns et les autres après sur les images. Dernier chiffre sur la slide suivante que je vous invite à regarder. Alors le mois de mars, c'est le mois de basculement dans l'information télévisée, évidemment comme dans l'épidémie. Je ne sais pas si on peut afficher les données, mais je vous les donne. Quoi qu'il en soit, la durée totale des journaux a considérablement augmenté, alors de manière un peu inégale selon les chaînes, mais sur TF1, la durée du JT a fait un bond de 70% entre janvier et mars 2020. C'était un peu moins vrai sur M6, plus 48% seulement, mais c'est déjà considérable. Et puis la crise sanitaire a balayé en fait évidemment toutes les thématiques habituelles du journal télévisé. La politique française, par exemple, qui est d'ordinaire un sujet important, central, a été complètement marginalisée. Les préoccupations économiques sont assez rapidement, dès le mois d'avril, revenues quand même au moins en second plan, parce qu'on s'interrogeait sur les impacts économiques de la crise sanitaire. Et enfin, dernière slide et dernière présentation. Voilà, grâce aux données de l'INA, donc on peut prendre un petit peu de recul historique sur cette médiatisation. On a des données depuis 1995 et donc on s'est demandé quels étaient les précédents, quelles étaient les crises sanitaires qui avaient été médiatisées. Le précédent, c'était la grippe H1N1 qui avait fait l'objet de 1000 sujets en 2009, donc c'est quand même beaucoup moins que le coronavirus. Le coronavirus, c'est 8000 sujets rien que sur 6 mois. Voilà. Et puis on s'est interrogé aussi sur les facteurs qui expliquaient ces variations d'intensité de la médiatisation. Évidemment, le nombre de morts, qui est un indice de gravité de ces épidémies, explique en partie la médiatisation inégale, avec quand même cette exception du sida, qui est une épidémie qui continue à faire chaque année des millions de morts et dont pourtant la médiatisation ne cesse de diminuer en fait depuis les années 90, même si voilà, c'est une épidémie qui reste en toile de fond au niveau mondial, mais pas du tout avec la même intensité médiatique, ce qui se comprend aisément. Merci beaucoup Géraldine. Je voudrais donner la parole à Mélanie Mingot de M6, puisque le JT de M6 a été le premier, le JT du soir à en parler le 18 janvier. Tout simplement, quel a été l'événement déclencheur pour vous, voilà, pour vous dire il faut couvrir ce sujet. Vous dire qu'on aurait eu une intuition incroyable, meilleure que les autres, ça serait mentir. On a reçu des images, il y avait des faits, 2 morts en Chine, et surtout le Japon, la Thaïlande, hein, on a vu que ça commençait à s'étendre. On a reçu des images, d'ailleurs, vous voyez qu'on commence nos reportages avec les mêmes images, qui étaient des images d'agence, je pense, de l'AFP. Donc on a un matériel qui nous arrive, et quand même des chiffres qui commencent à être inquiétants. Et on pense tous au SRAS, bien sûr. Et donc, on fait le sujet dès le samedi soir, en effet. Du côté de TF1, Antoine Guélaud, quel a été le déclencheur? Vous êtes très rapidement après, le lendemain, et là, ça fait l'ouverture. Donc, quel a été le déclencheur et pourquoi est-ce que vous jugez nécessaire de faire l'ouverture sur ce sujet-là dès le lendemain? Alors, effectivement, on reçoit des images qui nous interpellent. Là, on a la chance d'avoir des spécialistes santé, et c'est important d'avoir des spécialistes santé présents à la rédaction et une équipe qui va faire son travail, qui va passer des coups de fil, qui va essayer de se renseigner sur ce qui se passe. On a un réseau aussi
de correspondants à l'étranger qui se met en route, notamment en Asie. Et à partir de là, on se dit qu'il se passe quelque chose. Quoi? On n'en sait rien. C'est vrai qu'on n'a pas prédit et on ne pouvait pas prédire ce qui allait se passer, qui aurait pu le faire. Mais en tout cas, grâce, je dirais, au professionnalisme, au contact, au réseau des journalistes de TF1, on se dit que ce sujet-là est évidemment digne d'intérêt et qu'on va le mettre en ouverture du journal, le placer en ouverture du journal, dans la hiérarchie de l'information, parce qu'on se dit qu'il se passera peut-être quelque chose, ou qu'il est peut-être en train de se passer quelque chose. Voilà comment ça s'est passé. Un autre point intéressant sur le sujet de TF1, c'est qu'il est fait mention d'estimations britanniques, donc pas simplement les chiffres chinois. Pourquoi est-ce que ça vous a paru important alors que le sujet est vraiment émergent, on ne sait pas trop ce qui se passe, d'apporter ce contrepoint aux chiffres officiels? Là aussi, c'est grâce au contact, grâce à tout le travail qui est fait par les journalistes de la rédaction, qu'on se rend compte que ce chiffre peut être effectivement intéressant, peut nous intéresser, et on le donne à l'antenne à ce moment-là. Et on essaye à chaque fois de diversifier les sources d'information et de ne pas se contenter de ce qu'on nous donne en termes de matière brute, j'allais dire, mais d'aller un peu plus loin. Ce qui fait la particularité, la marque de fabrique de TF1, c'est à chaque fois qu'il y a un événement, d'essayer de se dire comment on essaye d'aller un peu plus loin, de trouver d'autres interlocuteurs, de vérifier, de recouper les informations, et donc on donne à ce moment-là effectivement cette information-là. On a vu dans les chiffres présentés par Géraldine que le premier pic de médiatisation correspond à la mort au premier mort en France. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous devinez que ça va devenir un sujet exceptionnel qui va écraser tous les autres ou pas encore? À quel moment se situe pour vous la bascule, je dirais à la fois individuellement et collectivement dans la rédaction, parce que j'imagine que ça a suscité des discussions. Moi, je dirais que le premier mort de mémoire, c'était un touriste chinois à Bordeaux, il me semble. Hein. Et moi, chez nous, ça a été l'Italie qui a été vraiment, je me souviens, un très fort déclencheur d'inquiétude avant même qu'on s'inquiète pour la France. Je me souviens de cet homme qui lançait un appel au secours, sa sœur décédée derrière lui en Italie. Je me souviens que ces images avaient été extrêmement marquantes et on se dit mais comment est-ce possible? Et à ce moment-là, je me souviens qu'on se dit mais comment nous on pourrait affronter cette crise en France? Et on commence à grossir le thème dans les journaux vraiment de façon considérable et on envoie évidemment des envoyés spéciaux en Italie et on couvre le sujet de façon beaucoup plus importante. Ouais. Oui, on n'a pas vraiment attendu le premier mort en France, c'est vrai. On se rend compte à un moment que ce virus, il va toucher d'autres continents que le continent asiatique. Et à partir de ce moment-là, on se dit, il arrive en Europe, et effectivement, l'Italie est un bon exemple. Et du coup, on se dit que, on pense au nuage de Tchernobyl, hein. Il n'a pas passé la frontière, il a passé la frontière, évidemment qu'il a passé la frontière, mais voilà, on se dit que ça peut arriver aussi. Mais on n'attend pas le premier mort en France, et après ce premier sujet, il y a de très nombreux sujets sur l'antenne de TF1, même avant l'Italie, on continue à traiter cette information-là régulièrement. Et au bout d'un moment, quotidiennement, même avant, je dirais, le premier décès arrivé en France, qui effectivement prend une autre dimension, parce qu'on se dit que là, c'est notre pays, donc nos téléspectateurs qui vont être touchés, notre public. Et là, on a un devoir particulier d'informer les Français sur ce qui se passe, sans évidemment savoir ce qui va vraiment se passer. C'est ça. Je rejoins Antoine, c'est vrai qu'on a tous, dès qu'on a commencé à parler de Wuhan, après on a suivi le dossier en Asie avant de le suivre en Europe et puis en France. Hein. Ça a été, à partir de ce sujet-là, il y a eu des sujets quasiment quotidiennement dans tous nos JT. On a mis en place, par exemple, une équipe dédiée pour suivre ce qui se passait, pour essayer de comprendre, puisque notre rôle, c'est d'informer, d'apprendre, et avant tout, d'essayer, nous, de comprendre pour restituer la meilleure information didactique possible à nos téléspectateurs. Et donc, il y a d'abord dans le service société, puis des journalistes d'autres services qui ont participé, et évidemment, après toute la rédaction, mais là, on n'en est pas encore là chronologiquement. Mais en tout cas, rapidement, on s'est mis en ordre de bataille pour essayer de comprendre. D'accord. Puis on voit le deuxième pic est vraiment qui nous fait atteindre
un plateau à partir du 12 mars, l'adresse présidentielle. Le 12 mars, c'est aussi le jour où une trentaine de correspondants étrangers en Italie publient une tribune pour alerter les médias français et les pouvoirs publics sur ce qui se passe en Italie et sur la menace. Puis après, on rentre dans le confinement. Justement, comment est-ce que vous avez traversé cette période de confinement? On voit que ça a occupé 80% de la durée des JT du soir en moyenne. Mais c'est une période, j'imagine, pendant laquelle il a été plus difficile peut-être de tourner des sujets, de contacter des gens. Pardon. Absolument. Excusez-moi. D'envoyer ces équipes, de projeter ces équipes sur différents territoires, comment les protéger, etc. Comment concrètement est-ce qu'on organise sa rédaction? Comment est-ce qu'on la fait fonctionner dans ce contexte? Effectivement, c'est absolument inédit. Rebâtir, réaménager une rédaction pour respecter les gestes barrières, équiper et protéger les équipes, c'est la première fois qu'on a vraiment senti qu'une crise qui était un événement majeur mondial qui allait vraiment nous occuper très longtemps, toucher à la fois le professionnel bien sûr parce que c'est un événement incontournable, énorme et qui grossissait nos JT, mais toucher aussi le perso, c'est-à-dire la vie des gens, la vie de nos journalistes. Et même notre propre vie personnelle. Donc c'était très particulier parce qu'il fallait à la fois penser à très bien informer, à garder beaucoup de recul. Et j'insiste parce que c'était quotidiennement, à M6, on se disait qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui sur ce thème? Quel médecin va nous parler? Est-ce que ce médecin vraiment on va pas lui mettre un contradicteur parce que il n'a pas l'air parfaitement sûr de ce qu'il dit. On s'est vraiment posé tout un tas de questions sur la façon de bien informer et d'être vraiment très crédible. Et en même temps, il fallait protéger les équipes, les envoyer masqués. Donc compliqué. Et réorganiser toute la rédaction physiquement. Vous m'avez dit quand on a échangé un petit peu par téléphone en amont de cette table ronde que vous aviez plus appris en 3 mois qu'en 20 ans de métier. Est-ce que vous voulez nous... C'est vrai. Sur la gestion de crise, mais là c'est plus managériel, mais à la fois en édito et à la fois en gestion de toute une rédaction, j'ai énormément appris parce qu'en effet, c'est une crise qui touchait de façon très personnelle les journalistes en même temps qu'ils étaient obligés d'aller informer, obligés et contents de le faire, mais parfois en ayant peur. D'accord. Et du côté de TF1 ? Alors la protection des collaborateurs, bien sûr, immédiatement, ça a été notre principal point dès le départ. Comment faire en sorte que nos collaborateurs puissent être protégés, puissent continuer à faire leur travail dans des conditions idéales. La logistique aussi, ça a été une révolution dans l'organisation de la rédaction et donc de la vie des gens. Un exemple concret, mais à un moment, on a décidé que ne viendraient dans les locaux et donc à la rédaction de TF1 que les personnels qui étaient vraiment indispensables à ce moment-là à la fabrication du journal. Donc on a délocalisé à 2 ou 3 kilomètres de TF1, des équipes dans des chambres d'hôtel. On a créé des binômes, rédacteurs et JRI, 12 binômes au départ, pour que ces binômes-là puissent, à la manière d'envoyés spéciaux, qui sont dans des chambres d'hôtel quand on envoie quelqu'un en Chine, en Italie ou ailleurs, puissent exercer leur travail en toute sécurité, j'allais dire. En toute sécurité pour eux-mêmes, pour leur famille. Ils pouvaient, s'ils le souhaitaient, rester à l'hôtel, et également pour les autres collaborateurs de TF1. Donc ça a été, en termes de logistique, en termes d'organisation et de réorganisation, quelque chose d'incroyable qu'il a fallu gérer très vite et on a essayé d'être à la fois agile et très réactif pour continuer à informer les Français. Mais il y avait à la fois un souci interne de protection des collaborateurs et un souci externe de continuer à informer les Français de la meilleure manière possible parce que là, on voyait bien qu'il se passait quelque chose d'inédit, d'incroyable, qui ne s'était jamais passé, donc par définition, dans notre pays. Et ça allait d'ailleurs bien au-delà de la question de la santé, puisque merci d'ailleurs pour l'étude de l'INA, que j'ai trouvé très intéressante. C'est vrai qu'à un moment, il y a un comparatif avec d'autres, je dirais, épidémies ou pandémies, mais celle-là, elle touche vraiment toute la société. On a vu, le monde a été paralysé, tous les pays ont été paralysés. Donc c'est vraiment un sujet sociétal, je dirais, plus que de santé, même si à la base, évidemment, c'est un sujet santé. D'accord. Juste pour donner une idée sur le côté organisation, il faut combien de personnes pour réaliser le JT de TF1 et celui d'M6 ?
Les collaborateurs du groupe TF1 qui comprend LCI, il y a 600 personnes qui s'occupent de l'information au quotidien sur TF1 pour assurer les journaux télévisés et pour assurer l'antenne de LCI. À partir de là, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens aussi qui ont été mis en télétravail. Mais parfois de manière un peu insoupçonnable, parce que on peut demander à quelqu'un, par exemple, des échanges internationaux. Le service des échanges internationaux, c'est le service qui guette les images qui viennent du monde entier. On a des accords avec un certain nombre de chaînes de télévision. Là, la personne qui s'occupait au quotidien des échanges internationaux était chez elle, et on lui a permis, en installant chez elle un matériel particulier, de pouvoir nous faire des rapports quotidiens. On était au téléphone avec elle, etc. Mais aussi des infographies. Le service des infographies, on a permis à des gens de travailler depuis chez eux ou depuis un hôtel pour pouvoir fabriquer les infographies. On a également eu des montages à distance, parfois, de monteurs qui restaient soit chez eux, soit dans des endroits dédiés et qui étaient en relation avec un journaliste. Donc tout ça, ça s'est mis en place très vite, grâce à la participation de chacun dans la rédaction de TF1, et c'est pas seulement les journalistes, tout corps de métier. J'ai cité les infographistes, les documentalistes, les assistantes, il y a eu du télétravail bien évidemment. Donc ça a été une révolution organisationnelle. Et du côté de M6, ça concerne combien de personnes ? Une centaine de personnes habituellement. Évidemment, tout comme Antoine, on a tous fait, je pense, à peu près la même chose. C'est beaucoup de télétravail pour toutes les fonctions support, en effet, qui ne sont pas forcément les fonctions de journalistes de terrain. On a effectivement découvert qu'on pouvait fabriquer des sujets à distance en télétravail de façon pas si complexe que ça. Donc c'était assez intéressant. Et puis, oui, on a découvert, on a refait 3 fois les plans de la rédaction. Hein. C'est-à-dire, on a passé un samedi entier à refaire les plans de la rédaction pour respecter les gestes barrières, pour que nos équipes soient en sécurité. 3 fois. Parce que, à chaque fois, on changeait un peu les normes, on améliorait de 1 mètre à 4 mètres. Donc, on a tous vécu ça comme ça. Et c'est vrai que je n'imaginais pas, en tant que directrice d'une rédaction, refaire des plans. Moi-même, avec d'autres, hein, bien sûr, on était plusieurs. Mais donc c'est vrai que ça a été très, très intéressant de découvrir qu'on pouvait délocaliser certaines fonctions, certaines professions de journalistes. Néanmoins, il fallait quand même être sur le terrain. Et c'est vrai que ça a été... on a effectivement, nous aussi, créé des roulements, des binômes, que les JRI n'aient pas repassé à la rédaction en permanence pour limiter les contacts. Voilà. D'accord. Alors, une autre particularité de cette crise, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. Il en reste beaucoup. On voit que jusqu'à un peu après la mi-janvier, c'est là où, enfin, un petit peu autour du 18, 19, 20, c'est là qu'on commence à se dire qu'il y a une transmission interhumaine. Bon, voilà. Il y a un certain nombre de débats sur... il y a eu un certain nombre de débats sur la nature ou l'ampleur de la menace, sur les traitements, etc. Comment, alors qu'il y a cette incertitude, y compris évidemment dans le champ scientifique, comment faire pour être certain d'informer au plus juste ? Alors ça rend humble, l'inconnu rend humble, et il faut faire preuve d'humilité. C'est-à-dire que là aussi, les spécialistes que nous avons, nous en interne, apprennent au quotidien des choses, comme les grands professeurs de médecine, j'allais dire. Et quand on interroge effectivement les uns et les autres, tout le monde n'a pas le même avis, parce que tout simplement, tout le monde ne sait pas. Il n'y a pas de volonté de cacher, il n'y a pas de volonté complotiste. Il y a le fait que les plus grands spécialistes en France en matière de médecine, infectiologues, épidémiologistes, réanimateurs, etc., découvrent eux-mêmes ce qui se passe. Donc voilà la difficulté. La difficulté, elle est là, et de ne pas sembler donner des informations contradictoires en permanence, mais faire preuve de pédagogie, dire que l'on ne sait pas, quand on ne sait pas, ce n'est pas un gros mot. Il y a un moment, les journalistes ne peuvent pas tout savoir parce que nous sommes une sorte d'interface entre des sachants et notre public. Et quand les sachants ne savent pas tout, eh bien les journalistes ne peuvent pas tout savoir. Donc c'est vraiment une démarche d'humilité sur fond de, je dirais, de pédagogie, de didactisme. Patrick Bourrat, qui était un grand reporter de TF1 qui est mort au Koweït, disait des journalistes, nous sommes les instituteurs de l'actualité. Voilà, donc on essaye, avec les données que l'on a et qui nous sont fournies par des sachants, qui eux-mêmes ne savent pas toujours, de donner cette actualité-là de manière très à la fois rigoureuse et pédagogique, avec des inconnus, à la manière d'un instituteur. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Je rejoins Antoine là-dessus, être très didactique, faire très attention, parce qu'on essayait, on était quand même très inquiets de dire des bêtises. Ça, c'était vraiment, mais une inquiétude permanente. C'est ne pas dire de bêtises. Et c'est très compliqué, évidemment, parce que certains médecins n'étaient pas d'accord avec d'autres. Je me souviens d'un moment qui m'a marqué.
Philippe Juvin, qu'on a beaucoup interviewé pendant cette crise, qui au début avait des discours extrêmement clairs, nous donnait des informations très claires. Et puis un jour, il a basculé sur une interview. Il a dit, à plusieurs questions posées, il répondait « je ne sais pas ». Premier je ne sais pas, je m'étonne, je me dis non, qu'est-ce qui se passe? Deuxième question, je ne sais pas. Et je me dis, mais là, il se passe quelque chose. Philippe Juvin qui ne sait pas, ou qui dit qu'il ne sait pas, c'est intéressant parce qu'il y a encore 3 jours, on l'appelait, il débattait avec un autre médecin, il donnait des informations. Voilà une leçon d'humilité. Les assises du journalisme ont publié il y a quelques jours les résultats d'une enquête réalisée auprès de la population pour savoir comment celle-ci estimait la qualité de l'information pendant cette période. Il ressort que 60% des Français trouvent qu'on en a trop parlé et 50% considèrent que l'information était trop anxiogène, 20%, même quasiment 20% mensongère. Comment est-ce que vous réagissez à cette évaluation, aux résultats de cette enquête? Il y a une chose qui m'étonne beaucoup quand on en a trop parlé. Je n'ai jamais autant reçu de messages de téléspectateurs me demandant des informations, même personnellement. Ils avaient un besoin énorme qu'on réponde à leurs questions. Donc ça m'a beaucoup surprise, le trop. Mais bon, c'est pas nouveau. On dit souvent, vous en faites trop, vous en faites trop. Là, ça m'a surprise parce qu'il y avait un vrai besoin d'information du public, vraiment. Et je l'ai senti au-delà même des audiences, évidemment, du nombre de gens qui étaient devant la télé à cause du confinement, bien entendu. Mais au-delà de ça, les gens se posaient beaucoup de questions et avaient un grand besoin d'information. Donc ça m'a beaucoup surprise. D'accord. On a créé d'ailleurs pour répondre aux questions des téléspectateurs parce qu'effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, la médiatrice de l'information de TF1, Françoise-Marie Morel, par exemple, a reçu des milliers, pas des dizaines, pas des centaines comme habituellement, mais des milliers de messages avec des questions posées. Donc je te rejoins absolument sur ce point-là, à tel point qu'on a rapidement créé une chronique, le 20h vous répond, où les téléspectateurs de TF1 pouvaient faire part de leurs questions et on les relayait à l'antenne et on apportait les réponses quand on avait des réponses à leur donner. Et donc ça, je crois quand même qu'il y a eu une envie de comprendre, une envie d'apprendre de la part du public. Alors, anxiogène, le virus, par nature, ce qui se passait par nature était anxiogène. Je n'ai pas le sentiment qu'on ait fait peur aux gens. Je n'ai pas ce sentiment-là. Vraiment. Parce qu'on était en responsabilité, qu'on a appris du passé, qu'on a appris des erreurs du passé et qu'à un moment, on a ça en tête aussi quand on informe. À tel point que, indépendamment de l'actualité qui n'est pas toujours très rose, on a créé à l'intérieur des journaux télévisés des rubriques, là aussi, La France vue du ciel, qui permettait aux gens de visiter Versailles rien que pour eux, j'allais dire, parce qu'il se passait ça, et que c'était aussi un élément de sidération. Moi, je me souviens, la première fois que je suis sorti dans Paris au moment du confinement, j'ai été assez sidéré, comme tous les gens qui voyaient ces reportages à la télévision-là, où Ma Nouvelle Vie, on a donné des smartphones à des Français qui avaient des actions solidaires, qui avaient décidé d'être utiles à la société à ce moment-là, pour relayer aussi leurs initiatives. Donc, j'ai pas l'impression vraiment qu'on ait fait peur aux gens. Et intéressant, la télévision est jugée très utile par 91% des Français dans un récent sondage ou dans une récente étude. Je crois que le JT, on dit que depuis 20 ans ou 30 ans, enfin, depuis à peu près que je fais du journalisme, que le JT est mort. On a bien vu qu'il y avait un besoin de se retrouver devant le JT. À 13h, à 20h, et sur toutes les chaînes de télévision. Et ça, c'est intéressant parce que l'une des marques de fabrique de TF1, c'est d'essayer de fédérer à travers des grands événements. Là, c'est un grand événement d'actualité. Et on a fédéré, ou on a essayé de fédérer le plus grand nombre, et les familles se sont retrouvées devant leur poste de télévision pour essayer, comme nous, d'apprendre et de comprendre. Je rejoins Antoine là-dessus. On a vraiment fait notre maximum pour informer le plus vraiment du mieux que nous pouvions. Vraiment, la situation était incroyable. Comme vous, on a créé une rubrique, évidemment, où on répondait aux questions des téléspectateurs, parce qu'en effet, ça a explosé. On répondait avec un médecin aux questions des téléspectateurs. On avait même un relais Internet avec toutes les questions d'un site de santé qui nous revenaient. Donc, on a essayé d'être le plus didactique possible et surtout de ne pas dire de bêtises. On en a dit, mais comme beaucoup de médecins, je pense. Et je trouve que très globalement, on en a très peu dit. J'ai l'impression. On a été, comme dit Antoine, les leçons du passé avaient été retenues. Et on était vraiment très, très, très prudents sur toutes les informations. On essayait de survérifier tout ce qu'on disait.
À propos du courrier des téléspectateurs, Géraldine, est-ce que ça évoque des précédents dans l'histoire de moments comme ça qui ont suscité un courrier aussi abondant? Oui, bien sûr, au cours de l'histoire, il y a eu en effet des moments où les téléspectateurs se sont tournés comme ça vers la télévision dans une relation très directe. Enfin, c'est ça qui est assez fascinant. On retrouve la télévision comme un interlocuteur qui paraît finalement relativement proche. Enfin, on écrit pour avoir des questions, y compris très personnelles. Il y a eu des précédents. Je pense par exemple à la crise de mai 68 où massivement les téléspectateurs ont écrit à la télévision à ce moment-là. Cela dit, la teneur des échanges était un petit peu différente parce qu'à l'époque c'était vraiment plutôt pour se plaindre, pour dénoncer la télévision qui en plus trahissait en quelque sorte les Français en se mettant en grève, donc en les abandonnant. Là je pense que c'est totalement l'inverse qui s'est passé. Au contraire, il y a eu certainement un sentiment assez partagé d'un service, là, d'une télévision de service qui a reconquis, je pense, quand même un crédit auprès des téléspectateurs, il me semble. Merci beaucoup. Il nous reste quelques instants pour des questions dans la salle. Si vous souhaitez en poser, je vous invite à venir au pupitre. Seules les questions qui seront adressées depuis le pupitre, pour des raisons de sécurité, seront prises en compte. Bonjour, j'en ai une. Je ne doute pas que vous ayez, à TF1 comme à M6, fait du mieux que vous pouviez. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez si vous avez, à un moment ou à un autre, dit là, on s'est planté. Et sur quoi? Merci. Non, je crois que, encore une fois, les sachants eux-mêmes n'étaient pas d'accord entre eux. Donc à un moment, on a effectivement relayé le fait que tel professeur peut avoir tel point de vue et tel autre point de vue. Mais dire des conneries, passez-moi l'expression, ou dire des bêtises, je n'ai pas le sentiment que les chaînes de télévision, de manière générale, aient dit des bêtises. Ou se soit planté, pour reprendre votre expression. En revanche, il y a pu y avoir ce sentiment d'insatisfaction que je peux tout à fait comprendre de la part du public, parce que c'est comme, toute proportion gardée, quand on a un accident, que l'on doit être opéré et qu'on va voir deux médecins qui sont d'avis contraire. Bon, c'est jamais très satisfaisant. Là, c'était un peu pareil. On sentait que tel professeur disait A, tel autre disait Z, tel autre disait X. C'est compliqué. D'où l'importance, pour ne pas dire trop de bêtises, et ça j'y crois profondément, d'avoir dans certains domaines des spécialistes qui ont le temps, qui ne sont pas aussi spécialisés que les médecins qui eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux, mais des spécialistes, des journalistes spécialisés qui ont le temps à un moment de se poser, de ne pas être, comme on dit, trop pressé, de ne pas avoir la tête dans le guidon et d'arrêter un peu le temps. Et de se dire, là, il faut qu'on prenne le temps d'étudier parce qu'il y avait des études qui faisaient 200 pages ou 300 pages, de décortiquer cela, d'appeler mon réseau, d'appeler tel professeur, d'appeler tel autre professeur qui n'est pas d'accord avec le premier, et d'essayer d'y voir clair. Mais on n'a pu que relayer, d'une certaine manière, les incertitudes ou les questionnements de la communauté scientifique. On n'a pas pu faire autrement. C'est exactement cela, et je pense notamment aux masques. Masque en tissu, masque FFP2, masque chirurgical, les médecins n'étaient pas tous d'accord. Et il faut bien reconnaître que certains disaient, écoutez, votre écharpe, ça ira très bien au début, je parle au tout début. L'écharpe, ça ira très bien, ça sera suffisant. Un autre disait, pas du tout, il faut le FFP2 pour tout le monde. Un troisième, le chirurgical, c'est déjà pas mal. Un quatrième, finalement, pas besoin, il faut peut-être faire une immunité. Enfin, vous voyez, c'est effectivement les médecins qui n'étaient pas tous d'accord. Et là, à un moment, on s'est dit, il y a un problème sur cette histoire de masque, il va falloir qu'à un moment, il y ait un vrai discours scientifique clair et qu'on puisse relayer de façon efficace. Et en effet, les médecins n'étant pas tous d'accord, on a eu à un moment deux points de vue différents dans nos journaux. Et ça m'a embêtée. Parce que je me suis dit, mais que va retenir le public de cette histoire? Et il nous reste vraiment 2 minutes, juste le temps d'une dernière question. Si quelqu'un veut se lancer, il ne faut pas hésiter. Bonjour, moi j'avais juste une question par rapport aux médecins que vous choisissiez de représenter dans les JT. Est-ce que ça faisait débat au sein de la rédaction? Et est-ce que vous ne pensez pas que certains médias
ont un peu joué le jeu d'une espèce de starification de certains médecins pendant la pandémie. Merci. Donc je vais vous demander une réponse courte pour tenir le... Très rapidement, mais il y a un conseil scientifique, donc très souvent c'était des médecins du conseil scientifique, un peu plus d'une dizaine de personnes membres de ce conseil scientifique. Parmi ces 10 personnes, enfin 11 au départ et 10 après le départ de Didier Raoult, mais, et sur ces 10, il y en avait 6 ou 7 qui étaient médecins, donc évidemment le conseil scientifique nous a bien servi et a bien joué le jeu, j'allais dire. Après, ce sont des professeurs de médecine qui ont pignon sur rue dans des grands hôpitaux, pas seulement à Paris, ça on y tient beaucoup, c'est le côté aussi France de TF1, mais on allait interroger le patron des urgences de tel ou tel hôpital, le patron de la réanimation de tel ou tel hôpital, pas seulement à Paris, de gens qui ont une certaine expérience, mais encore une fois qui ne savent pas forcément, entre guillemets. Après c'est vrai que certains sont revenus plus souvent à la télévision que d'autres, et c'est comme ça, parce qu'ils se rendaient éventuellement disponibles pour telle ou telle chaîne. À un moment d'ailleurs, anecdote là aussi, et j'en terminerai par là, mais on ne savait évidemment pas si les médecins pourraient continuer à venir nous parler, et on avait distribué des kits pour faire des directs éventuellement depuis les hôpitaux. Bon, mais c'est vrai que au départ, on a cherché quels étaient ceux qui pouvaient nous parler de la meilleure manière, c'est-à-dire de la manière la plus compréhensible pour les Français et pour les téléspectateurs, et après certains sont revenus faisant peut-être, ou donnant peut-être l'impression d'une certaine starisation, j'allais dire, de ces médecins-là. Mais enfin, en tout cas, on n'a pas donné la parole qu'à 2 ou 3 médecins. On essayait d'élargir le vivier. Même réponse. Une quinzaine de médecins vraiment confirmés. Certains sont revenus plus souvent que d'autres, mais c'était effectivement aussi une question de disponibilité. Et puis par ailleurs, je trouvais intéressant, on a par exemple eu le professeur Crestani tous les samedis midi en direct de son hôpital. Pourquoi ? Parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir un marqueur, qu'un même médecin vous fasse tous les samedis le point sur où on en est une semaine après. Et chaque semaine, c'était, voilà, d'abord parce qu'il était d'accord pour le faire et on a trouvé ça formidable et c'était intéressant. Mais starifié, non. Il était toujours dans l'humilité et il est revenu chez nous parce qu'on a eu cette idée-là. On va devoir s'arrêter là. Je voudrais remercier Jérôme Bouvier et toute l'équipe des Assises du journalisme, Mélanie Mingot de M6, Antoine Guélaud de TF1, Géraldine Pouls de l'INA. Je vous invite à retrouver l'étude sur le site de la Revue des médias de l'INA. Et merci à vous tous d'avoir suivi cet échange.